Eh oui, c'est encore les vacances, mais dans 10 jours maintenant, c'est pas loin, ce sera la rentrée des classes. Et c'est déjà l'effervescence dans certaines écoles. Il faut préparer les classes et réaliser quelques petits travaux, parfois en mettant les parents en contribution. À Banalec, dans le Finistère, Bruno Bois-Robert et Julien Déniel. J'en avais d'autres, des fables, je sais pas où j'ai mis. Il faut trier, ranger, nettoyer, débroussailler, déblayer. Il y en a du travail dans cette école pour que tout soit prêt pour la rentrée. Il faut enlever tout ce qui peut faire du mal en fait aux enfants, quoi. Orties, ronces, et puis vérifier qu'il n'y a rien eu, personne n'a rien amené aussi pendant l'été, des bouts de verre ou autre, voilà. Ça c'est le tapis pour les puzzles. Ce matin, ils sont une quinzaine, parents d'élèves et enseignants, à mettre la main à la pâte. Tout cela pour le bien-être de la centaine d'écoliers qui vont réinvestir les lieux dans une dizaine de jours. Une remise en route en douceur est nécessaire. Ça nous permet de faire un tri, de voir ce qui est obsolète, ce qu'on peut lancer et puis de tout réorganiser. Ici, la bonne marche de l'école ne dépend que de la bonne volonté des parents. Chaque parent emmène son matériel. J'ai emmené mon souffleur et ma débroussailleuse. Une mobilisation essentielle qui en appelle d'autres. C'est une première journée. Par la suite, on a également donc, tout l'entretien intérieur et extérieur qui continue. C'est à peu près 4 à 5 journées de bricolage par année scolaire. Heureusement, les parents ne sont pas seuls. Hugo et Théo, par exemple, donnent aussi un coup de main pour leur plus grand plaisir. Moi, je suis plus à l'école, du coup, et je fais ça pour mes frères et pour les autres élèves. On retrouve tous nos copains et dans les bricolages, du coup, on peut jouer et aider, c'est bien aussi. Un effort bienvenu, ainsi tout sera prêt le jour J, quand sonnera l'heure du retour en classe. Le jour J dans une dizaine de jours, mais il y a déjà des rentrées anticipées dans certaines écoles. Cette semaine, on vous en parlera. On pense à la rentrée, c'était celle du gouvernement ce matin, même si avec tous les événements dramatiques de l'été, il n'y a pas eu vraiment de vacances. L'état d'urgence, la menace terroriste, la situation économique, une rentrée bien lourde en tout cas, par exemple, avec la colère des agriculteurs. Dès ce soir, les producteurs de lait veulent manifester à Laval pour dénoncer les prix trop bas, avec un producteur, Guénaël Théo et Médéric Perquer. Ça va les filles? Là. Allez. Roger Violent élève 85 vaches laitières. Installé depuis 25 ans dans le Nord Finistère, l'agriculteur en a connu des crises. Gentil les filles. Aujourd'hui, sa laiterie lui achète 270 € les 1000 litres de lait, soit 13 centimes de plus que le prix fixé par Lactalis à ses producteurs. Et malgré tout, il perd de l'argent. Il nous manque en gros 110 € de la tonne de lait, puisqu'on est payé 270, il nous en faudrait 380. Donc voilà, on ne peut pas continuer éternellement à se moquer du producteur de lait comme on le fait depuis maintenant un an en gros, quoi. Nos super payes de lait. 270 € la tonne de lait aujourd'hui contre 409 il y a 2 ans. On a une différence de 140 € de la tonne de lait. Roger Violent perd plus de 80 000 € par an. La fin des quotas laitiers a entraîné un dérèglement de la production. On nous avait vendu la fin des quotas comme étant Byzance, vous pourrez produire, en plus vous aurez du prix, et résultat des courses, feu de paille quoi. Donc pourquoi? Parce qu'on a produit trop. Mais derrière, c'est parce qu'on nous l'a demandé. Donc aujourd'hui, si on veut que le prix remonte, il va falloir qu'on baisse la production. L'éleveur est inquiet pour l'avenir de sa profession et surtout pour celui de son fils Cédric. Il vient de s'associer avec son père dans l'exploitation. Et donc manifestation ce soir à Laval. Problème d'argent encore avec un accord imminent pour que la consultation des médecins généralistes puisse passer à 25 €, 2 € de plus, ils le réclamaient depuis des années. À Paris et à Limay dans les Yvelines, Isabelle Marc et Loïs Goua. Nous voici ce matin dans la salle d'attente d'une généraliste. Ce couple de patients a appris que la consultation serait augmentée de 2 € à partir de mai 2017. Première réaction plutôt positive. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été augmentés. Donc ça fait que 2 € par consultation. Auprès des spécialistes, c'est rien du tout. Oui, moi je suis d'accord, payer un peu plus. Bonjour, entrez. Le docteur Lefébure fait partie de ceux qui acceptent l'accord qui sera ratifié jeudi prochain entre certains syndicats et la sécurité sociale. La consultation de base passera donc de 23 à 25 € et certains actes plus complexes ou qui prennent du temps seront valorisés jusqu'à 60 €. C'est donc un plus pour ce médecin, même si on est encore loin du compte. Ça va être un peu plus complexe pour vous, les patients, parce que chaque consultation ne sera pas forcément à 25 € non plus. Il y en aura qui seront à 30. Si c'est une situation complexe, il y en a un peu plus.
Mais nous, on se sent un petit peu plus reconnus dans notre métier. Donc c'est mieux pour nous, et tout en rappelant que partout en Europe, les médecins sont payés à peu près 40 € une consultation. En tout cas, les avis pris au hasard ce matin sont divergents. Au niveau de la date, on se rend compte que le 1er mai 2017, ce sera quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est 2-3 € en plus et après... Moi, je trouve que c'est pas justifié. Les médecins, ils font des études pendant 10 ans, il faut bien les rémunérer, quoi. Qu'est-ce qui va payer? C'est toujours les mêmes. Hein. En comptant notamment l'aide à l'installation dans les déserts médicaux de 50 000 €, c'est 1 milliard que la sécurité sociale met sur la table pour les 5 ans à venir. L'argent toujours avec l'été qui se termine et les professionnels du tourisme qui font grise mine cette année. Crise économique, menaces terroristes ont fait dégringoler le nombre de visiteurs. On le verra toute la semaine dans ce journal. En commençant par Paris, 10% de baisse déjà au printemps et ça ne s'est pas du tout arrangé en juillet-août. Reportage de Marie Fortunato et Marion Châtelain. À Montmartre, les petites allées de la place du Tertre sont bien moins bondées que d'habitude. La terrasse de ce restaurant reste vide, jusqu'à 40% de clients en moins cette année par rapport à l'an dernier. J'ai pas fait le calcul exact, mais c'est vite fait. Hein. Là, il manque 3-4 saisonniers. Avant, je prenais des musiciens tous les soirs, ce qui n'est plus le cas. C'est une perte de plein de choses, pas spécialement pour moi, mais aussi pour les salariés. Ouais. Ici, beaucoup de tours opérateurs ont annulé leurs réservations, des centaines de couverts perdus pour le restaurant. À l'étranger, Paris semble être une destination à risque à cause des attentats notamment. La famille nous a alertés, nous a demandé si c'était vraiment nécessaire qu'on fasse le voyage. Mais nous, on y tenait. On avait vraiment envie de découvrir la ville. Eric peint ici depuis 51 ans. Il déplore la baisse du nombre de touristes russes ou japonais, ses clients plus fortunés qui lui achetaient des peintures. Il y a eu une passade comme ça en mai 68, mais ça a duré 2 mois. Et après, ça a reparti aussi rapidement. Cette crise touristique touche bien sûr les hôtels. Entre avril et juin, les réservations dans l'agglomération parisienne ont chuté de 10% par rapport à l'année dernière. Ce bus touristique voyageait presque à vide hier matin, alors qu'en juin, l'Euro de football avait assuré de meilleurs remplissages. Sur ce sursaut qui était très très positif, on a eu le 14 juillet et l'attentat à Nice qui là est un coup d'arrêt massif pour le tourisme en France et à Paris. Pour cette compagnie de bus, l'été est fini. La reprise est attendue pour les vacances de la Toussaint. On verra s'il y a reprise ou pas et on fera les bilans dans les régions toute la semaine. Les bilans, car c'est vrai que pas mal de Français ont commencé à rentrer de vacances. C'était par exemple ce week-end la fin des séjours dans de nombreuses colonies de vacances. Pas facile de faire sa valise et de se dire adieu pour les enfants. À l'Arbor-Plage dans le Morbihan, Valentine Patry, Nick Ressman. Lunettes de soleil. Alors là, c'est un problématique, les lunettes. Il y aura sûrement quelques oublis. Où elles sont? Peut-être des inversions de vêtements. Des valises plus légères à l'arrivée. Il te manque un slip. Je vais mettre qu'il t'en manque un. Mais à la fin de leur colonie de vacances, les enfants repartent avec des souvenirs inoubliables et sont un peu partagés. Même si je suis bien ici, c'est vrai, je m'amuse bien, je me suis fait des copains. Mais c'est bien rentré parce qu'on voit sa famille qui peut nous manquer. C'est un petit peu triste aussi parce que t'as pas envie de partir et après t'es pas sûr de revoir tes copains que tu t'es fait pendant le séjour. Alors autant profiter pleinement de cette dernière journée entre copains. 10-1, Maël de 7. Oh là là! La finale du tournoi de ping-pong est enfin arrivée. Il y a une petite appréhension de départ, on se sent un peu triste de quitter tout le monde, mais on essaie justement de s'amuser un peu plus que les autres jours. Pour leur remonter le moral et finir les vacances en beauté, ce soir, c'est l'événement dont ils rêvaient depuis le début du séjour. La boum. Parfum, jolis vêtements, rien n'a été laissé au hasard. C'est plutôt cool, oui. Moi j'aime bien les booms, on danse. T'as rencontré une petite amoureuse ? Rien de mieux qu'un slow pour officialiser un amour de vacances et quelques pas de danse pour repousser le plus possible le retour à la réalité.
Autre ambiance en rentrant chez papa-maman avec les préparatifs de la rentrée des classes. Fin des vacances dans quelques jours. C'est aussi la période de la chasse qui s'approche à grands pas. Plus d'1 million de passionnés l'attendent avec impatience. Première ouverture dès demain en Alsace et en Moselle. Le week-end prochain en Corse. Le 11 septembre dans tous les départements du Sud. Le 18 dans la moitié nord, sauf dans 8 départements au milieu en jaune, vous le voyez, où ce sera le 25 septembre. Mais de la chasse, il y en a déjà. En Corse, par exemple, chasse au sanglier depuis une semaine. Du côté de Véro, nos correspondants Patrice Roubaud et Philippe Pelletier. La chasse au sanglier est ouverte depuis une semaine en Corse. 5h30 du matin, sous le village de Véro, les consignes de sécurité sont rappelées. Les chiens comme les hommes attendent avec impatience le départ de la battue. On en parle toute l'année, on en parle tous les jours. Des fois, c'est même un peu agaçant pour certains qui vont pas à la chasse. Tchétché, initié lui-même par son grand-père, amène son fils Raphaël pour lui apprendre l'art de la traque. Les chiens ont trouvé un premier sanglier près de la rivière dans un roncier. L'animal ne veut pas s'enfuir et affronte les chiens. Moment délicat, Tchétché doit tirer pour éviter que les chiens ne soient blessés. Obligé de tirer, quoi. Plus pour les chiens que... Moi, je préfère les faire partir en poste. La chasse est plus belle, mais bon, des fois, tu n'as pas trop le choix, hein, regarde. Donc maintenant, je vais inspecter tous mes chiens, voir s'il n'y a pas de casse, s'il n'y a pas eu de blessés, parce que bon, on a entendu crier un ou deux. Un second sanglier sera abattu ce matin. De retour à la cabane, le rituel veut que chacun des chasseurs se partage les bêtes, mais l'essentiel n'est pas là. Pour moi, personnellement, lorsque j'entends les chiens, je suis content. Les commentaires, c'est très important et ça fait un peu la beauté de la battue. Hein. La chasse au sanglier fermera début février. Comme sur la commune de Véro, durant 6 mois, l'ensemble des villages de Corse vont vivre au rythme des battues. On repart maintenant dans l'ouest de la France avec un très bel événement ce week-end. On retourne dans le Finistère avec la belle animation comme tous les ans pour célébrer la fin de la récolte des oignons. Le célèbre oignon rosé qui fait la fierté des habitants de Roscoff depuis des siècles. Bruno Bois-Robert et Julien Dénial y étaient. Il fait la fierté de Roscoff depuis 4 siècles. Voici l'oignon rosé. Depuis qu'elle l'a découvert, Sylvie ne peut plus s'en passer. T'as plus de place. Ici, en fait, il se conserve entre 8 et 9 mois. Donc moi, j'en ai eu jusqu'à mars-avril et on fait tout avec. Les gourmets louent son goût sucré, à la fois acidulé. Annie et Gilbert viennent eux aussi faire leurs emplettes. 12 kilos d'oignons dans leur brouette. Ils cuisent beaucoup plus vite. Et puis en plus, quand on les pêche, on pleure pas. Puis on est adepte, on vient tous les ans pour avoir des oignons. Hein. L'histoire de l'oignon rosé, c'est aussi celle des Johnnies, ces hommes qui traversent la Manche pour vendre le produit en Angleterre. Ils sont encore des dizaines à le faire régulièrement dans l'année. Pascal est de ceux-là. En Angleterre, ça s'est vendu depuis presque 200 ans. La vente d'oignons en porte à porte. Et donc, on fait partie de l'histoire anglaise. Et on va donc de ville en ville, autour de Londres et au sud de l'Angleterre. Et si l'oignon a traversé les siècles ici à Roscoff, il ne le doit pas seulement à ses paysans, mais aussi à ses marins. L'oignon, c'était l'aliment santé de l'équipage. Il apportait de la vitamine C, loin de tous les légumes pendant parfois plusieurs mois. Donc l'oignon, c'était un élément santé qui leur permettait d'aller plus vite, plus loin, pour moins cher, ou pour gagner plus, tout simplement. On le sert aujourd'hui à toutes les sauces, en tarte, en salade, en marinade, en soupe, avec la viande ou le poisson. Dans ces énormes chaudrons, 70 kilos d'oignons en train de mijoter. Une fois arrivé à ébullition, on les laisse une heure à faire leur compotée. Une compotée idéale pour accompagner ici la célèbre galette saucisse, car ce n'est pas seulement un légume que l'on déguste, c'est aussi un des emblèmes de la gastronomie bretonne. Et voilà qui nous amène directement à la dernière partie de ce journal consacré justement au patrimoine, aux traditions ou tout simplement à la découverte de quelques régions comme on l'a fait tout l'été. On continue avec cette semaine une série qui va nous faire découvrir le charme de quelques routes de la région Rhône-Alpes. Grand bol d'air garanti, paysage à couper le souffle. On commence sur les corniches qui surplombent les gorges de l'Ardèche avec Didier Guyot et Brice Gérès. Une eau fraîche, douce, mais parfois tumultueuse. Une arche naturelle, symbole de l'Ardèche. Près d'1,5 million de touristes chaque année fréquentent ces lieux. Mais quand on quitte la vallée et qu'on prend de la hauteur, ce sont des paysages époustouflants qui s'offrent à vous. 30 km d'évasion au volant, 11 belvédères aménagés, avec l'impression de dominer le monde. Ah ben il y en a là-bas des kayaks, hein. On les a vus. Ils sont tous là-bas, là. Des kayaks tout petits là-bas au loin. Car ici en haut, ce sont des géants que l'on côtoie.
des falaises abruptes et imposantes. C'est beau, c'est la nature, quoi. C'est tout ce qu'on aime, nous. Ah ouais. Ouais, si, c'est beau, c'est beau. On se sent un peu petit. Là. C'est grandiose, ah oui, c'est ça, c'est grandiose. Tout le monde en parle, donc faut venir voir, ce qui est normal. Un soleil écrasant, le chant des cigales, une atmosphère de garrigue. Olivier Perronnel, gardien du parc, est conscient de vivre et de travailler au milieu d'une nature préservée. Après quelques minutes de marche, il nous fait découvrir un belvédère un peu plus sauvage. C'est d'ici d'ailleurs qu'il aime surveiller tous ces oiseaux qui peuplent les gorges et tous ces animaux qu'il est bon de surprendre au petit matin. Les milans noirs qui ont tendance à pêcher les poissons au milieu des canoës, alors ça c'est carrément... C'est assez exceptionnel. Il y a bien sûr le martin pêcheur. Alors là, il faut se lever un peu plus tôt parce que lui, il évite le moment où il y a les canoës. Les castors, la loutre. Alors il faut se lever encore plus tôt. Depuis chaque promontoire, des parois rocheuses, usées par le temps, sculptées par le vent, avec ça et là des cavités. L'Ardèche est comme un gruyère et offre des centaines de kilomètres de galeries souterraines. Devant nous, le joyau de cette grotte, la cascade des Gours. Il a fallu entre 6 et 8 000 ans pour qu'il se forme. La grotte Saint-Marcel, elle a été découverte il y a près de 2 siècles, par hasard, par un chasseur ardéchois. Sous nos yeux, des bassins, des cascades, des concrétions, un patrimoine géologique vieux de 30 millions d'années. Retour en bas, dans la vallée au bord de l'eau, car après le plaisir des yeux vient naturellement le plaisir du goût. Accompagné d'une cigale et sous un noyer plus que centenaire, il est bon de se laisser séduire par le plaisir de vivre ardéchois. L'Ardèche est un beau pays, mais les gorges de l'Ardèche, il y a une âme qui est quand même assez exceptionnelle. C'est vraiment une vie, quoi. Nos anciens étaient là il y a 35 000 ans déjà, ils l'ont écrit, et on est toujours là, voilà, c'est exceptionnel. Il nous faut repartir et emprunter à nouveau une route qui il y a 60 ans n'existait pas. À l'époque, c'était à pied qu'on parcourait les gorges. Et on continuera à faire de belles balades comme celle-là toute la semaine en région Rhône-Alpes. Autre série, on ira aussi tous les jours sur la Côte d'Azur pour ouvrir les portes de quelques villas de rêve. C'est un patrimoine magnifique au bord de la Belle Bleue. Première étape, la villa Roccabella et son merveilleux parc. C'est près de Toulon dans le Var où nous emmènent Alain Hamard et Éric Delpech pour rêver. C'est sur les hauteurs du Var, qui lui sert d'écrin, que cette villa de 2000 mètres carrés a été construite au début du XXe siècle, suivant les canons de l'architecture de l'époque. La Côte d'Azur était alors très prisée, notamment de la gentry anglaise pour son aspect sauvage et bucolique qui lui rappelait l'Italie. Cette demeure, qui portait autrefois le nom de Germaine, fut bâtie par un fortuné maître de forge pour sa maîtresse. Dominant un vaste parc de 3 hectares, peuplé d'essences méditerranéennes, Roccabella est l'un des trésors cachés à l'est de Hyères, qui depuis le cap Brun jusqu'au cap de Carqueiranne témoigne de ces maisons de villégiature belle époque construites sur la Riviera par de riches familles et des industriels aisés, en bordure de ce littoral rocheux creusé de criques. Ce qui est joli, c'est quand on voit l'eau circuler. Et du coup, quand il y a trop de choses, après, c'est un petit peu dommage. Sonia Cagnolari fait partie de la famille de l'actuel propriétaire. Les jardins sont l'un des atouts de la propriété, laissés en friche jusqu'au rachat de la maison. Ceux-ci ont retrouvé peu à peu leur beauté d'origine. Je suis arrivé, le jardin était vraiment en friche, on n'avait même pas l'accès à la plage, juste par un petit chemin. Donc il a fallu faire énormément de travaux, de terrassement, on a aménagé. Donc on a adapté un petit peu la végétation par rapport au climat déjà, tout en essayant de garder l'inspiration des jardins à l'anglaise. Ces parterres qui nécessitent 3 jardiniers employés à l'année sont le miroir de cette bâtisse néoclassique dont les dimensions et l'allure opulente correspondaient à la volonté des bourgeois de l'époque qui voulaient impressionner leur hôte. L'intérieur de la maison est tout aussi monumental. L'escalier que vous découvrez à présent est en fait une réplique de l'escalier de l'Opéra Garnier, qui a été construit en 1875. Et il semblerait que l'architecte, M. Tersling, qui a construit cette maison, s'en soit inspiré. Grand salon, petit salon, fumoir, salle à manger et partout des peintures, des fresques originales, exécutées par la fille du propriétaire, combinant les références à Botticelli ou à Chagall pour orner par exemple le plafond de l'escalier. À cette époque-là, voilà, il fallait aussi en mettre plein la vue. Et donc du coup, il fallait
des grands volumes, des grands espaces. Il devait y avoir de grandes fêtes, ils ont dû recevoir beaucoup de monde. Ici, dans ce qui est aujourd'hui un bureau et surtout une bibliothèque aux magnifiques solives et boiseries rococo, un petit théâtre, dans les années 20, a accueilli des artistes, notamment le grand Caruso, venu distraire le premier maître de maison et ses invités. On a refait aussi toute cette verrière qui est splendide, avec ce dôme, et qui donne une légèreté et un charme fou à cette pièce. La maison était occupée par les Allemands donc pendant la guerre. Donc elle a été pillée parce qu'on a retrouvé dans le jardin des morceaux de mosaïque. C'était une pièce et un endroit qui, je pense, avait un rôle assez important dans la maison. C'est-à-dire qu'il y a eu des spectacles, il y a eu des choses qui se sont produites et ça devait être une pièce de réception importante. Au premier étage, 18 ont été réaménagés en hommage à différents peintres ou à différents lieux et portent leur nom. Mouchard, Lanvin, Kérylos, Pompéi. Mais c'est à l'extérieur que ce domaine a installé sa majesté. Derrière la piscine cachée au regard par une haie épaisse et un cours d'eau inspiré des jardins de l'Alhambra, un axe central descend jusqu'à la mer. Après 15 ans de travaux et de réaménagement, Roccabella est redevenue l'une des belles villas de la Côte d'Azur et a retrouvé un aspect digne de sa beauté originelle. C'est extraordinaire d'avoir pu pénétrer à l'intérieur. On en découvrira toute la semaine des villas aussi belles que celle-là. La bourse de Paris, elle n'est toujours pas très en forme. Moins 0,29% à l'heure qu'il est, à 4387 points dans un instant. Evelyne Delia. À 20h, on l'attend, le retour de Gilles Boulot en pleine forme. Et nous, on va se quitter avec encore une dernière fois quelques belles images de ces Jeux Olympiques. Des 42 médailles formidables, des émotions vécues depuis 15 jours. Un immense bravo à tous ces champions. Je vous souhaite un bon après-midi. À demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News.